Bonjour, ce diaporama rend compte de l'exposition qui a été consacrée à Marie de Saint-Laurent et à d'autres femmes résistantes à Ravensbrück les 30 avril et 1er mai 2022. Je suis allé pour des raisons familiales, Marie de Saint-Laurent étant ma grand-mère. J'avais été invité à évoquer sa mémoire et son parcours. Pour aller à Ravensbrück, on se dirige au nord de Berlin sur une jolie route dans le Land du Brandenburg. On arrive ensuite à la ville de Fürstenberg, qui est face au camp de Ravensbrück, mais située de l'autre côté d'un lac avec une forêt protectrice entre le camp et le village. J'ai séjourné dans ce petit village de Fürstenberg qui est charmant, une sorte de petite Venise sur l'eau. Ici vous voyez derrière vous le camp de Ravensbrück avec une statue érigée à l'époque de l'Allemagne de l'Est, et en face avec son clocher le village, de l'autre côté du lac. Le camp lui-même était très vaste, donc au bord du lac, avec plus de 120 000 femmes qui ont été déportées, ainsi que 20 000 hommes, et au maximum 40 à 50 000 personnes qui habitaient sur place. Voilà le camp en 1945 au moment de sa libération, avec tous les baraquements. Le camp a été agrandi à 4 reprises. Voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est essentiellement du mâche-fer qui a été déposé, et puis comme on peut le voir ici, il reste une rangée de baraquements. Voilà le mur d'enceinte du camp. Mur d'enceinte qui, avec plusieurs ouvertures, en particulier une porte principale. Ici, c'est une photo qui est présentée dans le camp, avec une visite d'Himmler au début de l'installation du camp. Ce camp existait en fait depuis 1938, je crois. Il a ensuite, pour accueillir des résistantes allemandes, des opposants au nazisme, et puis ensuite des résistantes qui venaient de pratiquement tous les pays occupés. Il paraît que Himmler aurait demandé que l'entrée soit plus accueillante et qu'on plante un parterre de fleurs. Voilà la porte d'entrée du camp aujourd'hui, lors de la cérémonie à laquelle j'ai pu assister, des rencontres. La préparation de ces fameuses rencontres. Ici, vous avez l'exposition qui a été consacrée à une trentaine de femmes résistantes. En particulier, une résistante remarquable, Lili Léniel, qui était une petite fille d'origine juive, qui est arrivée dans le camp à 11 ans, et qui en est sortie, heureusement, avec sa mère et ses 2 frères, alors que son père a été gazé. Lili était donc une des 3 déportées survivantes du camp. Il y avait aussi un homme qui était né dans le camp et une autre résistante. Voilà, donc j'ai pu donner un témoignage rapidement, comme d'autres personnes, devant un public attentif, puis inaugurer l'exposition avec tous les participants présents. Des historiens, des jeunes. Ici vous avez les panneaux qui ont été consacrés à Marie de Saint-Laurent, qui a été souvent cité par les intervenants et qui était présente sur en fait pas mal de panneaux. Un autre panneau qui montre, c'est pas forcément très lisible, une photo de la famille Saint-Laurent au Leslar devant l'escalier traditionnel et le fameux carnet de guerre de Maggie. Un carnet que Maggie de Saint-Laurent destine à sa mère, avec cette première phrase sur la couverture: « J'entreprends de te raconter quelle a été ma vie depuis ton arrestation et ton départ de la maison le 22 avril 1942. » Sa mère restera à Ravensbrück à peu près 2 ans, en étant elle-même arrêtée pendant 3 ans, puisqu'elle a été longtemps détenue, d'abord à Nantes, puis à Fresnes, puis à la prison de Breslau. Ici, vous avez un panneau qui
qui présentait l'acte d'accusation et le jugement du tribunal à l'encontre de Marie de Saint-Laurent, ainsi que d'autres détenus. En fait, Marie de Saint-Laurent avait été arrêtée en avril 1942, après l'atterrissage forcé d'un avion qui avait cassé son train d'atterrissage sur la grève qui jouxte la maison du Leslar, la maison familiale des Saint-Laurent. L'avion ne pouvait pas repartir et les pilotes ont été hébergés dans la maison des Saint-Laurent, puis dans des cabanes avant de partir en direction de Nantes pour être probablement exfiltrés. Il se trouve que les Allemands les ont arrêtés à Nantes et ensuite ont pu remonter la filière pour parvenir à arrêter ma grand-mère et d'autres résistants du réseau. Voilà un dessin de l'avion qui a été réalisé par Jean ou Étienne de Saint-Laurent, qui étaient les deux plus jeunes garçons de la famille, 10 enfants. Donc voici ce que racontaient les plus jeunes garçons Saint-Laurent dans leur carnet. On a trouvé une petite caisse de l'avion. Il s'est abattu et les Boches ne s'en sont aperçus qu'à 9 h le matin. Et encore, il a fallu qu'un Français aille le leur dire. La première fois que l'équipe c'était toute la famille des enfants Saint-Laurent, l'a vu, c'était Nikou. Elle l'a vu en montant sur un talus du chemin qui passe derrière le Grand Rocher pour aller à Saint-Efflamme. Quand même, cela fait rigoler quand on pense qu'il est descendu sous le nez des Boches. La première fois qu'on l'a vu, il était pris jusqu'à la moitié de la hauteur des roues. La deuxième fois, tout le train d'atterrissage était ensablé. La troisième fois, nous ne le vîmes pas bien, car la mer était là. Néanmoins, le gouvernail dépassait un peu ainsi que des mitrailleuses. La quatrième fois, l'arrière était entièrement ensablé, il a fallu une grue pour l'enlever. Il était bien sûr interdit aux Français d'assister ou d'aider les aviateurs qui étaient tombés. Les hommes étaient immédiatement fusillés et les femmes, d'après cet avis, étaient envoyées dans les camps de concentration, ce qui est arrivé à Marie de Saint-Laurent. Voilà l'archive du jugement en allemand. Vous avez la traduction de certains extraits ici. C'est un jugement très sexiste. En gros, dans cette partie-là, on considère que Marie de Saint-Laurent et Madame le Duc, sa co-accusée, n'étaient pas des mauvaises femmes, mais en fait, finalement, n'étaient pas totalement responsables de leurs actes, dans la mesure où, étant femmes, étant mères au foyer, malgré leur niveau d'éducation, elles ne pouvaient pas prendre en compte tous les risques et toute l'antipatriotisme, en tout cas pour les Allemands, que représentait leur acte. Autre extrait, on accuse ces femmes d'être des rurales, pas très évoluées, et donc finalement sans expérience de la vie pratique, et sans vue politique d'ensemble qui leur permette de mesurer la portée de leurs actes. Sur ce panneau, on voit le parcours de Marie de Saint-Laurent et deux autres femmes résistantes depuis Paris. Dans le cas de Marie, elle a d'abord commencé par aller à Aix-la-Chapelle, à Aachen, puis à la prison de Breslau, et enfin elle est arrivée à Ravensbrück parmi les premières femmes françaises le 1er octobre 1942. Elle y est morte le 12 novembre 1944, c'est-à-dire qu'elle a passé un peu plus de 2 ans dans ce fameux camp. Ici, vous avez votre serviteur en train de regarder Marie de Saint-Laurent avec Mechthild Gismer, une des deux commissaires de l'exposition. Voilà l'origine des déportés à Ravensbrück. Donc c'est 120 000 femmes, dont 8 000 françaises. C'est la 3e nationalité par le nombre, essentiellement des femmes résistantes ou des juives. Autre exemple d'itinéraire, celui de Geneviève de Gaulle Antoniose, qui est arrivée vers la fin du camp, fin 1944, et qui a brodé cet itinéraire sur un sac à pain. Les femmes arrivaient sur ce camp quelquefois à marche forcée, mais le plus souvent dans des wagons de transport à bestiaux,
où elles avaient passé plusieurs journées épouvantables, sans beaucoup d'eau ni de nourriture, pour être acheminées jusqu'au camp. Le débarquement était un soulagement, mais de courte durée. En effet, alors qu'elles arrivaient, comme le montre ce dessin humoristique, dessiné par des déportés, toutes pimpantes et avec certains bagages, et une tenue encore quelquefois correcte, 2 heures après, elles étaient tondues et habillées de la tenue de prisonnières. Voilà l'exemple d'un baraquement à l'intérieur du camp, essentiellement des bas-flancs. En voici un qui a été bien astiqué et qui est présenté dans le musée, qui est dans l'ex-commandanture du camp. Voilà par exemple les bas-flancs de l'infirmerie qui était plutôt un mouroir qu'une infirmerie. La tenue que portaient ces femmes pour travailler. Toujours avec cette tenue, la soupe dite gastronomique sur cette série humoristique dessinée par une résistante, qui est apportée dans des grosses norvégiennes jusque dans les différents baraquements. Puis la dispute, ou en tout cas le combat pour obtenir un peu de cette soupe très peu nourrissante. Il y avait beaucoup d'humiliation dans le camp, en particulier toutes les visites médicales, quel que soit le sujet, étaient nues. Ici, par exemple, chez le dentiste, on ne voit vraiment pas l'utilité de mettre à nu ces pauvres femmes. Ici, le contrôle des poux. Alors, une anecdote que ça suggère. Les femmes du camp travaillaient, entre autres, dans une usine textile qui était à proximité, juste contre le camp, en fait. Et elles faisaient du sabotage, et entre autres, elles cousaient des petites poches dans les vêtements destinés aux soldats allemands, dans lesquels elles mettaient systématiquement des poux, des puces, enfin tout ce qu'elles pouvaient trouver qui puisse ensuite leur nuire. Bien sûr, l'essentiel du temps était passé à travailler dans des conditions difficiles, en particulier dans les marécages qui entouraient le camp, quelquefois avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse, et dans le froid de l'hiver. Ravensbrück, c'est pas très loin de la mer Baltique, un endroit où il y a beaucoup de neige et de glace pendant l'hiver. Cette région qui était marécageuse, qui l'est encore un peu, est devenue assez belle, grâce entre autres au travail de ces femmes, ou de ces hommes. Et aujourd'hui, c'est un endroit de séjour pour l'écotourisme, pour faire du vélo, du kayak, du canoë, pour les habitants de Berlin en particulier. Toutes ces régions de Brandenburg ou du nord de l'Allemagne étaient souvent assez marécageuses, d'où le chant des marais qui avait été écrit dès 1933 dans un autre camp et qui a été adopté comme chant des déportés. On y lit en particulier « Ô terre de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher ». Là, il y avait quand même quelques petits temps de détente, en particulier quand le dimanche, ou bien des temps pour prier, pour se réjouir entre femmes, etc., pour essayer de bricoler la nuit ou le soir. Par exemple ici, une petite dînette qui a été faite avec des résidus de plastique par des femmes du camp. Ici, un petit chapelet avec un joli cœur au milieu. Un autre rayon de soleil, ça a été vers la fin de Ravensbrück, fin 44, l'arrivée de femmes enceintes, donc de petits bébés, donc des enfants, qui étaient vraiment une consolation pour les femmes qui pouvaient les regarder. Il y a beaucoup de brimades diverses et variées, comme par exemple ce brassard ami des Juifs, dès que une femme se prenait d'aider une des Juives prisonnières dans le camp. Et souvent ça se terminait mal. Par exemple ici, sélection pour les gaz,
En gros, les femmes les plus faibles, celles qui ne pouvaient plus travailler n'étant plus utiles, elles étaient gazées dans la chambre à gaz qui était apparemment attenante au four crématoire. On voit aujourd'hui les 2 cheminées du four crématoire pendant la visite que j'ai pu faire. Voilà donc un des fours avec le brancard dans lequel on mettait un prisonnier, une prisonnière. Puis j'ai pu visiter aussi les alentours. Donc le camp était protégé de l'environnement, enfin des villes allemandes voisines ou des villages par de grandes forêts. Et on a retrouvé des ossements et des cadavres, entre autres, dans cette forêt, d'après ce qu'on m'a dit. Le 1er mai, c'était l'anniversaire de la libération du camp par l'armée soviétique. Et donc il y a eu un dépôt de gerbes très émouvant, avec tout un tas de représentants des familles, et puis les 2 ou 3 déportés encore survivants, qui avaient pu être présents. Ensuite, tout le monde s'est rendu au pied du grand monument qui célébrait la libération du camp. Ça représente en fait 2 femmes, l'une qui en supporte une autre. La solidarité est un élément important du narratif soviétique. Et puis la cérémonie s'est terminée par des jets de roses dans le lac. Geste un petit peu dérisoire, mais important et très émouvant. Pendant toute la journée, plusieurs groupes d'associations de déportés ou d'associations politiques allemandes insistaient sur le fait qu'il fallait plus recommencer ce qui était arrivé, plus jamais ça, plus jamais la guerre. Il y avait une banderole, en particulier No War, sur l'ancienne maison des gardiens SS, qui était une maison assez confortable et assez grande, qui jouxtait le camp, juste de l'autre côté du mur. Ici, une banderole avec cette phrase « Nous ne voulons pas seulement commémorer, nous voulons aussi avertir ». Dans beaucoup de discours, cette phrase était répétée, « Plus jamais ça, nous voulons avertir », etc. Ici, un graffiti que j'ai vu dans un lieu qui était près du camp. « Tout ce que nous avons, c'est maintenant ». Pour refléter ce que pensaient les femmes déportées. Ici, sur un mur de Berlin, j'ai trouvé cette propagande nazie qui montrait que, à gauche, une famille aryenne bonne tenue, à droite, une famille beaucoup moins bien, et montrait, mais ayant plus d'enfants, et plus pauvres probablement, montrait qu'en 300 ans, cette famille moins bien finirait par envahir toute l'Allemagne. Ici, le crématorium, c'est une photo russe. On voit qu'il y a marqué crématorium en russe sur le toit. Et paradoxalement, c'est l'armée rouge qui aujourd'hui fait d'autres types de sauvetage, entre guillemets, qui a libéré le camp et qui a été célébré, en particulier pendant toute l'époque de la RDA, où situé Ravensbrück. Le discours officiel montrait que tous les nazis étaient du côté ouest et tous les bons allemands résistants étaient du côté est, ce qui était bien entendu faux. Voilà, dans le camp, il y a cette statue assez émouvante de 2 femmes déportées qui sont affaiblies et dépenaillées. J'espère que ça vous a pas paru trop long. Et je remercie les personnes, en particulier Anna Sprout et Mechtil Gilsberg, qui m'ont permis de faire cette visite et de comprendre un peu ce qui s'est passé pendant les 2 années de 42, enfin non, plutôt de fin 42 à fin 44, où ma grand-mère, morte le 12 novembre 44, a passé à Ravensbrück. Voilà. Et c'est important de se souvenir, et c'est important de se rappeler de ce qui s'est passé pour éviter que ça recommence.